Bonsoir et bienvenue sur les chaînes parlementaires, soirée spéciale, deuxième tour des élections cantonales. Nos rédactions se mobilisent pour vous faire vivre en direct les résultats de ce dernier grand test avant 2012, dernier scrutin au suffrage universel avant l'élection présidentielle. De nombreux invités en plateau, de l'analyse, du commentaire à chaud, le tout en compagnie de Myriam Ankawa. Bonsoir. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Et cette soirée électorale, on va la vivre aussi sur le terrain. Nous irons dans les départements clés avec nos équipes en région. Nous serons notamment ce soir à La Rochelle, en Charente-Maritime, à Melun, en Seine-et-Marne, ainsi que dans les sièges parisiens des partis politiques à l'UMP et au PS. Et puis pour les résultats, c'est Delphine Girard qui va officier toute la soirée avec une attention particulière aux départements qui peuvent ce soir basculer d'un camp politique à l'autre. Et maintenant, avec nous sur ce plateau, Gilles Leclerc, bonsoir, président de Public Sénat. Gérard Leclerc, président de LCP, Denis Jambard, éditorialiste à LCP, et Stéphane Rosès, président de CAP, politologue. Et on va tout de suite... Bienvenue à tous, messieurs. Voilà, le premier chiffre. Avec les abstentions. Absolument. Le premier chiffre de la soirée, c'est celui de l'abstention que l'on va découvrir tout de suite. À 17h, chiffre du ministère de l'Intérieur. 63,8% d'électeurs ne s'étaient pas déplacés. C'est à peine plus qu'au premier tour. 63,2%. Et puis cette estimation de l'Institut de sondage Ipsos, l'abstention ce soir, à l'heure où nous parlons, se situerait entre 54 et 56% des voix. Le moins que l'on puisse dire, messieurs, c'est que le sursaut civique n'a pas eu lieu, Gérard Leclerc. Non, effectivement, même nombre, même pourcentage de participants et donc d'abstentionnistes. Ce qui est intéressant, c'est de voir si c'est les mêmes qui se sont abstenus au premier et au second tour, parce que ça peut avoir bien évidemment des conséquences importantes sur le vote. À savoir, est-ce qu'un certain nombre d'abstentionnistes du premier tour sont venus voter au deuxième tour, et en sens inverse, est-ce qu'un certain nombre d'électeurs qui avaient voté au premier tour ont refusé au deuxième tour, en cas de duel Front National PS ou Front National UMP, d'aller voter. Vous savez qu'il y a toute une polémique entre les deux tours sur les consignes de vote, le fameux nini du côté de l'UMP. Très probablement. Voilà, donc ce sera intéressant de voir qui sont les abstentionnistes. Gilles Leclerc, les partis n'ont pas su peut-être mobiliser encore une fois ce soir. Oui, on peut un peu dire ça, mais en même temps, on peut remarquer qu'il y a eu un débat entre les deux tours, alors qu'on a peu parlé, sauf évidemment sur les chaînes parlementaires, des cantonales avant le premier tour. Donc, au fond, ça veut dire que malgré les polémiques, malgré les débats qui ont agité les partis politiques et notamment l'UMP, visiblement, ça n'aurait pas eu, et j'emploie bien le conditionnel à bon escient, ça n'aurait pas eu un impact très fort, au fond, sur la démarche civique des électeurs. Stéphane Rosès, à qui peut profiter cette abstention record ? Eh bien, on va le voir dans les comportements des électorats de premier tour et des abstentionnistes. Parce que quand même, entre deux tours, il y a une nationalisation du débat autour de la question du Front républicain et de sa fin demandée par Nicolas Sarkozy et l'UMP. Et la position du Nini appelait plutôt à de l'abstention. Et comme l'offre politique de deuxième tour était plus restreinte, on aurait pu retrouver, comme aux dernières cantonales, une baisse de la participation. Le fait qu'il y ait un maintien de la participation pourrait indiquer peut-être que, beaucoup plus qu'attendu, des électeurs dans les configurations de duel, des électeurs de la majorité auraient pu, nonobstant l'idée de rester chez soi, aller voter. On va le voir et on l'apprendra tout au long de la soirée. Denis Jambard, à qui profite l'abstention? On l'a vu, et qui est pénalisé? Ce sont les grands partis traditionnels? En général, ce qu'on observe quand il y a une faible participation, ça profite toujours aux extrêmes. Et il y a une faible mobilisation des grands partis, des électorats des grands partis institutionnels et de gouvernement. Mais ce qui va être intéressant ce soir, c'est de voir si, compte tenu de cette nationalisation, la majorité UMP subit une double peine. C'est-à-dire si les électeurs UMP dans les face-à-face PSFN se sont portés sur le Front National, ne respectant pas le Nini, et si dans les face-à-face UMP-PS, les électeurs du Front National ne se sont pas portés sur le PS. Et c'est ça qu'il va falloir regarder ce soir, voir si la parole présidentielle, la parole de l'UMP a pesé sur le comportement des électeurs de l'UMP et du Front National. La parole présidentielle, la parole de l'UMP et la parole du Premier ministre François Fillon, qui est allé voter aujourd'hui à Solène, dans la Sarthe, son fief électoral. Fief qu'il pourrait perdre au profit de la gauche. Gérard Leclerc, la gauche pourrait remporter
là une belle bataille. Oui, encore qu'elle a revu à la baisse ses ambitions, puisque avant le premier tour, ils évoquaient jusqu'à une dizaine de départements qui pourraient basculer. Là, on est plutôt autour de 2 ou 3, notamment les Pyrénées-Atlantiques, la Loire ou le Jura. Je vais vous montrer les cartes pour bien comprendre. D'abord, regardez celle-ci. Première carte, c'est celle du rapport de force tel qu'il est aujourd'hui dans les départements. En rose, les départements détenus par la gauche, c'est plus de la moitié, 58 sur 100. Le reste est à droite en bleu. Et voilà maintenant celle des départements qui pourraient basculer. Merci Gérard Leclerc pour cette transition absolument parfaite. Parmi les espoirs à gauche, les Pyrénées-Atlantiques, la Loire, la Sarthe, le fief de François Fillon, on vient d'en parler, le Jura et les Charentes-Maritimes. On peut aussi parler de la Côte d'Or. La droite, elle, vous voyez, 2 petits départements autour de la région parisienne espèrent conquérir le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Mais on l'a dit ce soir, tout le monde va être attentif au score du Front National. C'est peut-être l'enjeu principal, Gilles Leclerc. Oui, si on veut fixer un petit peu les choses en ce qui concerne le Front National, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y avait 126 duels Front National droite, 266 duels Front National gauche et 8 triangulaires. Alors les questions qu'on peut se poser autour du Front National ce soir, ce sont lesquelles? Les candidats d'abord du Front National vont-ils transformer l'essai de dimanche dernier? Avaient-ils des réserves là où les électeurs ont plus voté éventuellement au premier tour? On pourra peut-être remarquer, il sera intéressant de regarder où, dans quelle région, par exemple, géographiquement, on a peut-être plus voté que dans d'autres régions. Elles ont changé ces régions, Gilles Leclerc. Oui, il y a eu une évolution. Hein. Voilà, suivant les enjeux, probablement qu'il y aura des différences sur la mobilisation des électeurs en général. Autre question, comment ont fonctionné, on en parlait il y a un instant, les reports de voix? Que vont faire, par exemple, c'est la question centrale, les électeurs UMP du premier tour, dont les candidats ont été éliminés au premier tour, quelles que soient d'ailleurs, on en parlait, les consignes des états-majors? Et comment aussi le débat autour du Front National entre les 2 tours a-t-il influencé ou non les électeurs au total et les électeurs UMP, bien entendu. Reste tout de même qu'on va regarder ce soir, bien entendu, les chiffres et qu'il faudra, je dirais, tard dans la soirée, regarder très précisément combien de cantons le Front National va-t-il gagner ce soir. Ce soir, on parle d'une dizaine de cantons. Entre 10 et 50 et plutôt entre 10 et 20, sachant qu'il pour l'instant, il n'en avait pas du tout. Donc, selon toute vraisemblance, le chiffre objectif ce soir, tard, probablement dans la soirée, c'est combien de cantons, combien de conseillers généraux pour le Front National? Stéphane Rosset, ça c'est un des enjeux majeurs de cette soirée? Oui, ça a été dit. En fait, tout a tourné dans l'entre-deux tours sur la question de la progression du Front National avec des intentions de vote au plan national qui placent Marine Le Pen au 2e tour et surtout la fin du Front républicain voulu par Nicolas Sarkozy. On l'a dit, on va être très attentif canton par canton sur le comportement des électeurs parce que derrière, il y a en ligne de mire la présidentielle. Il y a, est-ce que l'on va vers un circuit de vases communicants, hein, c'est quand même la logique du nini voulu par l'Élysée, de pouvoir bénéficier à terme de ce vase communicant. On va voir effectivement si d'abord l'UMP profite à droite des électeurs du Front National sans perdre au centre au profit de la gauche, un électorat qui pourrait aller, lui, on va y venir, sur ces espaces politiques socialistes. mouvants ce soir. Gérard Leclerc, enjeu pour la gauche, c'est cantonal, c'est un tremplin pour 2012. Et pourquoi pas pour Martine Aubry? Faut déjà dire que c'est un tremplin pour 2012 pour tous les partis, pour toutes les forces politiques qui toutes ont clairement dit que c'est l'objectif 2012, dès le lendemain des cantonales. Pour le Parti socialiste en particulier, bien sûr. Alors, soit le Parti socialiste fait un bon second tour, et c'est vrai que ça confortera Martine Aubry, qui, à l'image de la rassembleuse, qui s'est beaucoup impliquée entre les 2 tours. Mais face à elle, il y a François Hollande qui lui aussi a d'ores et déjà annoncé que s'il remportait la Corrèze, eh bien, selon toute vraisemblance, il serait candidat aux primaires. Et on peut imaginer qu'il ne va pas tarder à laisser entendre son choix. Il nous reste une poignée de secondes, il est bientôt 20h. Peut-être l'objectif à droite. Pour la primaire à gauche vient de démarrer. À cet instant précis, on va avoir les premiers résultats sans doute de la Corrèze. Et en effet, Hollande, à ce moment-là, lancera sa campagne des primaires. Quant à la droite, il peut y avoir des victimes et des grands perdants. En effet, si Fillon
perd son département, même si ce n'est pas lui qui le préside, eh bien, ça sera en effet une défaite symbolique. D'autant qu'à droite, il y a un vrai débat. Il y a quand même deux orientations sur l'attitude à l'égard du Front National. Il est presque 20h. Je vous rappelle le chiffre que l'on connaît à l'heure où l'on se parle, c'est celui de l'abstention. À 17h, chiffre du ministère de l'Intérieur, 63,8%. Estimation Ipsos, entre 54 et 56%. Mickaël. Il est 20h, nous sommes sur les chaînes parlementaires. Nous allons tout de suite rejoindre Delphine Girard pour les résultats. Bonsoir Delphine Girard. Alors, est-ce que vous avez ces fameux résultats ? Oui, Mickaël, bonsoir. Et un des premiers résultats nous vient ce soir de Corrèze, où, selon les informations de notre envoyé spécial, la gauche, avec 2 sièges d'avance, serait majoritaire. C'est de bon augure pour François Hollande, député socialiste de Corrèze, qui joue ce soir la présidence du Conseil général, qui, vous le savez, conditionne sa candidature aux primaires socialistes. Et puis, autre résultat, cette fois au niveau national, et vous l'avez dit, selon Ipsos, le taux d'abstention s'élève à 56%, en légère hausse par rapport au premier tour de ces élections cantonales. Enfin, ce soir, nous scruterons avec attention les cantons que le Front National espère conquérir. Le Front National qui est présent dans 400 cantons, cela représente 126 duels avec la droite, 266 avec la gauche et 8 triangulaires. Nous aurons une attention particulière à 3 départements emblématiques où le Front National a fait plus de 25% au premier tour. Le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Merci Delphine Girard, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la soirée. Direction à présent la rue de Solferino, le siège du Parti Socialiste où nous attend Hélène Risser. Bonsoir Hélène, j'espère que vous êtes avec nous. Dites-nous un peu quelle est l'ambiance au PS. Est-ce que c'est la satisfaction qui domine ce soir ? Alors, contrairement au premier tour, il y a une vraie soirée électorale organisée ce soir rue de Solferino avec des militants et des responsables plutôt optimistes. Alors, ils sont descendus nous voir il y a quelques minutes avec les premières remontées. Alors, vous le savez, aujourd'hui, le PS préside 58 départements. Il devrait en gagner 4. Le Jura, les Pyrénées-Atlantiques, Mayotte et La Réunion. Il y avait également 2 départements en Île-de-France que le PS, qui étaient difficiles et que le PS risquait de perdre, donc le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Alors d'ores et déjà au PS, on annonce que la Seine-et-Marne est sauvée, entre guillemets, puisque malgré la perte de 3 cantons, le département devrait rester à gauche. Quant au Val d'Oise, eh bien, il n'y a pas encore de remontée de ces départements. Fief de Dominique Strauss-Kahn, on vote assez tard dans de nombreux bureaux, donc on le saura plus tard dans la soirée. En tout cas, d'ores et déjà, ici au Parti Socialiste, les dirigeants sont optimistes, puisque l'objectif de 60 départements serait atteint, nous dit-on. Là, à l'heure actuelle, d'après les calculs, on serait même à 62 si, je le répète, il n'y a pas de perte de département, notamment le Val d'Oise en Île-de-France. Merci beaucoup Hélène. On va tout de suite prendre la direction de la rue de la Boétie où nous attend Germain Andrieux, c'est le siège de l'UMP. Germain, ambiance et résultats s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Eh bien écoutez, l'ambiance n'est pas celle d'un soir de fête et au moment où je vous parle, eh bien une réunion de débriefing vient de se terminer avec Jean-François Copé et tous les ténors de la majorité. Il a distribué les éléments de langage, les fameuses consignes. Eh bien ces consignes sont claires, pas question ce soir de reconnaître une défaite, pas question de reconnaître une vague rose, car l'abstention, vous l'avez dit, est très élevé encore ce soir. Alors quant à la question des divisions internes à l'UMP, la question d'un 3e tour, là aussi dans les couloirs, c'est pas du tout à l'ordre du jour. La question d'une candidature centriste en 2012 est bien sûr écartée. On nous dit c'est maintenant qu'il faut serrer les coudes. La maison UMP reste très solide pour 2012. C'est pas le moment de mettre en avant les divisions. Merci beaucoup Germain Andrieux au siège de l'UMP. On vous retrouvera vous également tout au long de cette soirée. Je vous rappelle que pour tous les résultats, vous pouvez consulter nos sites, ceux des chaînes parlementaires, publicsénat.fr et lcpan.fr. Nous ont rejoint sur ce plateau d'abord 2 fins connaisseurs de la carte électorale. Bruno Leroux, député socialiste de Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous. En face de vous, Alain Marlex, merci d'être là. Vous êtes secrétaire national à l'UMP en charge des élections.
Jean-Marie Cavada, bienvenue à vous, porte-parole du Nouveau Centre. Et qui va apprendre la carte électorale, puisque je ne suis pas fin connaisseur. Vous avez aussi vos connaissances. Jean-Daniel Lévy, pas de susceptibilité ici même. Jean-Daniel Lévy, bienvenue à vous de l'Institut Harris Interactive. Alors il faut rester prudent parce que les grandes villes, les résultats ne sont pas encore tombés. Mais à lire les dépêches, je vais commencer avec vous, Monsieur Marlex. Jean-Luc Mélenchon vous dit l'UMP a pris une tannée ce soir, je le cite, et ça l'amuse. Oui, monsieur Mélenchon, ça ne m'étonne pas de lui. Il a l'habitude des violences verbales, et en particulier contre les journalistes. Alors méfiez-vous-en quand même. Je sais bien qu'il fait partie du Front républicain ou du pseudo-Front républicain, mais moi je ne serais pas fier d'appartenir à un tel front tout de même, avec de tels personnages. Réussi son pari à plus de 60 départements. On est dans un pays démocratique, on n'emploie pas ce genre d'expression. On n'est évidemment pas satisfait au niveau de l'UMP des résultats. Ils sont pas très bons, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y avait des élections en Allemagne aujourd'hui, ça a été une défaite beaucoup plus importante pour Madame Merkel. C'est vrai que les élections en cours de mandat sont en général mauvaises pour les partis au pouvoir. C'est une nouvelle illustration de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Monsieur Marlex, juste un instant, Martine Aubry qui dit les Français nous ont fait confiance et ils ont ouvert la voie au changement. Ça veut dire aussi qu'en perspective de 2012, c'est peut-être une voie royale qui s'ouvre pour le Parti socialiste, Bruno Le Roux. C'est peut-être pas le mot royal, mais enfin. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que l'abstention est toujours très forte et pourtant il faut tirer des leçons d'une élection. Il faudra tirer des leçons de l'exaspération des électeurs qui n'ont pas voulu voter. Et puis, à la fin d'un deuxième tour, il y a toujours un camp qui gagne et un camp qui perd. Et incontestablement, ce soir, ce qui se dessine, c'est que la gauche a gagné ces élections cantonales. Elle va progresser en sièges, elle va progresser en voix et elle va progresser en nombre de départements. Et donc ça, c'est un socle d'où les Français nous ont dit, non pas avec un mouvement, qui est le mouvement que j'espère retrouver l'année prochaine sur les élections présidentielles, mais ils ont dit aujourd'hui, ceux en qui nous avons confiance, ce n'est pas la majorité, c'est plutôt la gauche. On fait un point sur les départements que vous pouvez gagner ce soir, que vous avez peut-être déjà gagné. Les éléments. Non, il semblerait, d'après les éléments que j'ai, que les départements du Jura, que le département des Pyrénées-Atlantiques, que la Réunion, que la collectivité de Mayotte, qu'un certain nombre de départements comme cela sont passés de la majorité nationale à l'opposition, c'est-à-dire à une majorité de gauche localement. Et il semblerait que nous ne perdions pas aujourd'hui de département. J'attends de voir parce que une information. Estimation Ipsos, on commence à avoir des chiffres concernant les rapports de force au niveau national. 35% pour le Parti Socialiste, 19% pour l'UMP et 10% pour le Front National. Jean-Marie Cavada, j'ai envie de vous demander, ce soir, on assiste à nouveau, après ce premier tour, à une forme d'effondrement de l'UMP. Vous êtes Nouveau Centre. Est-ce que c'est responsable aujourd'hui de vouloir un candidat Nouveau Centre en 2012 ? Ça, écoutez, on vous en parlera dans janvier prochain. Pour l'instant, au risque de diviser votre camp. Au risque de faire une réponse qui soit intelligente par rapport au problème qui est posé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit ? Premièrement, un parti au pouvoir qui, en effet, recule. C'est pas massif comme ça avait été annoncé, mais il recule. Monsieur Marlex disait tout à l'heure qu'en Allemagne, on vient d'observer tout à l'heure, en fin d'après-midi, le même phénomène, d'ailleurs beaucoup plus grave, mais il y a des raisons interallemandes pour ça. Et donc ça, c'est une première chose indiscutable. Deuxièmement, et c'est assez logique, et je dirais que d'une certaine manière, c'est quand même mieux, on voit le Parti socialiste, opposition républicaine à la majorité républicaine nationale, progresser un peu. Pas autant qu'il l'avait dit, mais un peu. Il faut être clair, on ne va pas tromper les gens sur les résultats. Il y a une troisième chose, c'est de loin la plus importante, c'est aussi de loin la plus grave. L'effondrement du civisme républicain de ce pays en termes de propositions. Les gens ont choisi de protester, ou, je l'espère, un parti de protestation, je l'espère que nous ne serons pas dans quelques mois dans un parti ou un choix d'adhésion. Tout le travail des Républicains doit être aujourd'hui consacré à ça, car ce serait une démocratie. Un vote protestataire, nous a dit Jean-Marie Cavada. En tout cas, l'abstention est clairement une abstention protestataire. Et quand on a interrogé la semaine dernière pour les deux chaînes parlementaires ces abstentionnistes, ils exprimaient deux choses. Le premier aspect, c'est on ne voit pas forcément précisément l'enjeu de ces élections. Et le fait de voter pour une personne de droite ou de gauche n'était pas de nature à pouvoir considérablement changer leur vie au quotidien. Mais derrière cela, et comme en 2008 et également comme en 2010, une certaine forme d'insatisfaction à l'égard de l'ensemble de la classe politique et qui se focalisait un peu plus
autour du gouvernement et du président de la République, là aussi avec deux dimensions, une dimension autour de la posture et une dimension autour de l'efficacité. Donc considérer que l'abstention serait un désintérêt complet des Français à l'égard de la politique, ce serait se tromper grandement dans le type d'analyse qu'il faut mener. Il y a aujourd'hui en France une vraie volonté de politique, et entre cette attente de politique et la manière dont elle peut être exprimée de la part des responsables, une sorte de désaffection, ou en tout cas pas d'adéquation entre l'offre et la demande, et dans ce contexte-là, une expression qui est une expression manifeste. Vous êtes interpellé par le taux d'abstention directement au Parti socialiste, et est-ce que vous êtes interpellé également par le taux de voix, les voix du FN? Est-ce que la gauche a une part de responsabilité? Écoutez, tout le monde, moi je prends ma part dans des soirs de victoire comme de défaite, je prends ma part dans tout ce qui ne va pas. Et donc je trouve que ce qu'ont ouvert les Français ce soir, c'est après 15 jours où ils ont montré leur exaspération par différents votes d'ailleurs, en restant chez eux, en votant pour le Front National, en soutenant quelquefois d'autres candidats. Ça a été un vote, mais il faut vraiment ne pas avoir fait de campagne, ne pas avoir été dans la rue pour ne pas avoir senti l'exaspération des Français sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui se passe et la politique du gouvernement, et en même temps, plus généralement, sur la perte de dignité qu'ils ressentent aujourd'hui dans notre société. Et bien entendu que ça ouvre un chantier qui est considérable au gouvernement sur la dernière année. Parce qu'il ne peut pas lancer n'importe quel débat. Il faut revenir dans un cadre qui est un cadre d'un débat qui nous amène par le haut, qui tire le pays par le haut. Et il faut en arrêter avec tout ce qui divise les Français. C'est clair, l'UMP paye le débat sur la laïcité, l'investissement des thèmes sécuritaires. Je pense qu'ils payent 4 années de faillite politique dans la façon dont ils ont posé les débats et dans les résultats qu'ils ont obtenus. Et puis, ça n'empêche pas la gauche de dire qu'elle a une responsabilité terrible aujourd'hui à proposer un axe, à proposer un espoir, à essayer de faire que le débat vive dans notre pays et à faire en sorte qu'il y ait un véritable débat républicain. C'est tout l'enjeu de cette élection. Je vais vous répondre. Et la cacophonie qui a régné cette semaine, vous la payez sûrement aussi ce soir. Non, attendez, moi je voudrais d'abord répondre à Bruno Leroux. D'ailleurs, on va peut-être être d'accord, parce que j'ai vu tout à l'heure une déclaration, ça va lui faire plaisir, de François Hollande, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Un des enjeux, c'était effectivement, et je pense que ces résultats confortent la réforme des collectivités locales que le gouvernement a fait voter au Parlement. Donc on est dans un système, exactement. On est dans un système qui est complexe, qui est très coûteux pour la collectivité, et les Français n'y comprennent plus rien. D'abord, je pense qu'il serait bien de regrouper les élections locales, ce qui va se passer avec le conseiller territorial, puisque le conseiller général est élu pour 3 ans, mais c'est la fin d'un Pardonnez-moi de vous interrompre. Alors, François on me dit à l'instant que je suis d'accord avec lui. De nouveaux résultats officiels viennent de tomber. Il s'agit du Jura. Le département bascule donc à gauche. C'est officiel, ministère de l'Intérieur. Oui, d'accord, c'est très bien, mais c'est pas glorieux. Je me permets de vous rappeler, c'est pas glorieux parce que c'est un département qui était présidé par un doyen d'âge de la majorité, comme les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait égalité. Il y avait égalité donc entre la droite et la gauche dans les cantons. On prend le doyen d'âge. Il s'est trouvé que dans le Jura, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, le plus âgé était un UMP. Tout de même, Monsieur Marlex, vous êtes aussi l'auteur de la loi électorale. Ça veut dire qu'un seul siège a basculé. Voilà, mais on est très loin. Remonter le seuil de maintien au deuxième tour. Vous me posez une question, faites pas la question. Non, mais ça m'intéresse d'avoir. Moi, le PS avait mis l'objectif très haut, 15 départements. J'ai repris les déclarations de Madame Aubry. Ils voulaient avoir la Côte d'Or, ils n'ont pas eu la Côte d'Or. Ils voulaient avoir le Rhône, ils n'ont pas eu le Rhône. Ils voulaient avoir l'Aveyron, ils n'ont pas eu. Nous avons moins gagné que ce qui a pu être dit à certains moments. La Sarthe, on va avoir le département du Premier ministre. Ils ne l'ont pas eu. On va avoir la Vienne, département de M. Raffarin. Ils ne l'ont pas eu. On va avoir le Loir-et-Cher de M. Leroy. Ils l'ont pas eu. M. Marlex va dire que la majorité a gagné. Vous allez voir. M. Bussereau, ils l'ont pas eu. Voilà, ils ont gagné le Jura, les Pyrénées-Atlantiques, où il y avait une situation très serrée. Vous minimisez cette défaite, Bruno Leroux. Pourtant, vous n'avez pas gagné plus de 62 départements. Est-ce que c'est une vraie victoire pour le Parti socialiste? Dans les conditions comme ça, je crois que c'est indécent, quand on parlait des problèmes des Français, de vouloir ce soir dire que la victoire est belle, tout comme il y a une victoire de la gauche en siège, en voix et en département. Et cela me suffit pour dire aujourd'hui que la majorité a été sanctionnée. À elle de s'en rendre compte. Pour moi, c'est celle de la gauche ou c'est celle de Martine Aubry, selon vous? Écoutez, là encore, ne personnalisons pas. Les Français ont aujourd'hui signifié une envie de changement. Et je crois que tout commence
ce soir. Ils savent que le prochain débat est un débat sur la présidentielle. Je pense qu'ils peuvent être intéressés à ce débat. Je pense qu'ils peuvent avoir envie de se mobiliser sur ce débat. Et moi, je souhaite dès ce soir leur donner des éléments de mobilisation et pas des éléments de cocorico qui sont... Eh bien, pouvoir leur dire le plus vite possible que nous allons nous occuper véritablement de leurs problèmes. Que nous allons redonner... C'est votre projet que vous préparez pour le 5 avril, c'est-à-dire dans quelques jours. Bien entendu. Toute notre énergie doit être portée aujourd'hui, non pas tant sur l'analyse de ce qui s'est passé, mais sur la compréhension de ce qu'ont voulu nous dire les Français lors de cette élection. Peut-être un petit point avec vous, Jean-Daniel Lévy, on l'a beaucoup dit, c'est une élection locale, est-ce que c'est aussi un test national ce soir? C'est forcément un petit peu des deux. Lorsqu'on interrogeait les électeurs, la quasi-totalité des électeurs déclaraient qu'ils votaient avant tout sur des considérations locales. Tous, sauf un type d'électorat, qui est l'électorat du Front National, qui lui, clairement, en gros, se contrefichait du type de personnes qui étaient présentes localement. Et d'ailleurs, on votait en général Marine Le Pen, et pas forcément pour le candidat. Il suffisait de voir les affiches et la structure de l'ensemble de la propagande électorale. Mais dans ce contexte-là, il y avait une dimension qui était une dimension locale. Quand on regarde la dimension locale, on voit que ce ne sont pas uniquement de la compétence de ce qui concerne le Conseil général qui était en jeu. Il était question, notamment, de tout ce qui avait trait à des dimensions sociales. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie interrogation de la part des Français sur leurs conditions de vie au quotidien et que dans ce contexte-là, ils vont compter sur leur conseiller général ou leur conseil général pour faire en sorte que leur vie au quotidien s'améliore. Mais dire que ces aspects-là sont complètement dénués de signification nationale serait également se tromper pour partie dans l'analyse. On voit bien qu'aujourd'hui, la manière dont on ressent la situation sur son territoire est l'articulation de deux dimensions. Un, la gestion locale, mais également une politique telle qu'elle est perçue de la part des individus. Jean-Marie Cavada, ça démarre demain, l'élection 2012 ? Alors d'abord là, on est dans une élection cantonale, comme viennent de le dire les deux précédents interlocuteurs. Cependant, il y a plein de clignotants qui ont été émis. Je n'ai pas beaucoup aimé cette campagne pour ma part, parce qu'on a beaucoup mélangé les genres, c'est qui est une façon de se moquer des électeurs supplémentaires. Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, elle est que nous devons absolument redresser le cap en matière économique et surtout, je dirais, progresser en matière sociale. Il y a une détresse, il y a une difficulté, il faut la prendre à bras le corps. Il y a une deuxième chose, c'est pas la peine d'ouvrir des faux débats faussement idéologiques dans ce pays, alors qu'on a déjà assez de vrais problèmes, quitte à écorner d'ailleurs les vraies valeurs républicaines. Par ailleurs, enfin une troisième chose, il y a un certain nombre de points sur lesquels le pays a besoin d'un débat, je dirais, dépassionné et de très haut niveau. C'est l'immigration. Et c'est au niveau européen de monter ce débat. L'immigration est à la fois une politique qui ne réussit pas en Europe. Je ne connais aucun pays qui a une bonne politique d'immigration. Et en même temps, une chose dont on ne parle pas. Ça nourrit donc le parti de la peur, le fameux parti des questions sans réponse. C'est très dangereux. Donc, il y a aujourd'hui une ardente obligation des Républicains, chacun dans leur camp, avec leurs inflexions politiques respectives, à s'attaquer à ces problèmes, de telle sorte que les électeurs aient un Madame choix. Alex, il faut continuer jusqu'en 2012 à parler immigration, sécurité, laïcité, islam. À proposer des solutions. Tout à fait, comme le dit Jean-Marie Cavada, il faut apporter aussi les solutions. Les Français attendent des solutions, c'est d'ailleurs en cours. Moi je trouve que ces résultats, bon c'est vrai, la gauche va gagner 2 ou 3 sièges, on le reconnaît, 2 ou 3 sièges de président de conseil général, mais l'ampleur de ce petit succès montre que n'ont pas convaincu l'opinion publique. Notre pays sort de 4 ans de crise. Crise économique, crise sociale, crise financière très grave. Quand on regarde les crises morales également, quand on regarde les résultats dans les autres pays européens qui sont soit dirigés par des gouvernements conservateurs, soit par des gouvernements socialistes, comme en Espagne ou aux Pays-Bas ou en Allemagne encore aujourd'hui, on s'aperçoit que les élections intermédiaires sont beaucoup plus brutales et beaucoup plus dures envers les gouvernements qui sont au pouvoir. Sans vouloir relativiser le recul léger que subit la majorité dans notre pays aujourd'hui, je pense qu'il est... Et dans les temps de crise, on voit souvent aussi les populismes monter. Est-ce que vous mettez ça, la montée du Front National, sur, sur ces raisons-là? Concrètement, quel va être le résultat? Il y avait 2000 cantons en jeu. Au deuxième tour, le Front National était présent dans 423 cantons, soit en triangulaire, soit en duel. Vous savez combien il va y avoir de conseillers généraux, concrètement, dans les départements de France? On attend de le savoir ce soir. Je pense moins d'une dizaine. On a fait un peu les calculs, on a vu les résultats. Moins d'une dizaine. Voilà. Donc tout ça pour en arriver là, c'est vraiment... Sur le fond, c'est intéressant parce que vous êtes l'auteur de cette loi électorale qui a élevé le seuil de maintien à 12,5% des inscrits dans ces cantonales. C'était pour éviter les triangulaires, notamment avec le FN. Ça n'a pas marché?
C'était pas fait uniquement pour ça. C'était un alignement sur la règle des 12,5 de l'ensemble des scrutins de majoritaires à 2 tours qu'il y a dans notre pays. Et il n'y avait pas de raison que ce scrutin soit en vigueur pour les élections législatives, ne le soit pas pour les élections locales. C'est un échec, Bruno Leroux, de cette stratégie. Vous n'êtes pas d'accord avec Alain Marleix ou Vous savez, moi, ça fait maintenant plusieurs années qu'à chaque fois que je vois une réforme électorale, le seul axe de cette réforme, c'est l'intérêt de l'UMP. Et donc après, on peut toujours trouver toutes les justifications. Le seul intérêt d'une réforme électorale, c'est ce qui est bon pour l'UMP au moment où on l'a fait. Et donc ça ne marche pas toujours quelques mois plus tard. Et quelques mois plus tard, des fois on se dit tiens, ça n'a pas été comme ça, c'est pas le plus important. Jean-Daniel Lévy, Nicolas Sarkozy disait dans la presse, en tout cas des rapports qui lui ont été rapportés dans la presse, le curseur de la société française s'est déplacé vers la droite. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on regarde ce qui se passe au niveau européen, indéniablement. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, lorsque vous regardez les mouvements qui se déroulent à l'heure actuelle, il y a une progression concomitante et de la droite et de l'extrême droite. On a beaucoup parlé il y a peu de temps de l'entrée en Suède de l'extrême droite au Parlement. On a oublié de rappeler qu'on était dans un pays d'histoire social-démocrate, que c'était un pays qui était gouverné par la droite et que, alors que la thématique était une thématique sociale et non pas sur la sécurité, et la droite avait progressé, et l'extrême droite était entrée au gouvernement. Donc il y a aujourd'hui clairement un mouvement européen et dans le contexte de crise, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être protégé. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que les forces qui apparaissent comme étant les forces plutôt à droite sur l'échiquier politique donnent le sentiment aux citoyens de mieux incarner cette protection que la gauche. Alors Jean-Marie Cavada, une réponse et après on va vite écouter les résultats. Oui, très brièvement, je trouve que c'est très intéressant ce que soulève Jean-Daniel Lévy parce que le rôle des gouvernants, et je dirais d'une certaine manière de l'opposition, c'est aujourd'hui de désamorcer ce foyer des peurs qui alimentent les extrêmes droites, lesquels partis n'ont d'ailleurs pas de réponse. C'est la même chose pour le funeste Jobbik en Hongrie. Il n'a aucune réponse, comme le Front National, aux questions que se posent les gens. Simplement, il ajoute de l'essence là où les gens ont déjà des allumettes. Et par conséquent, nous avons un devoir républicain, chacun dans son camp, avec des solutions de droite, des solutions de gauche, d'essayer d'éradiquer cette chose extrêmement dangereuse qui est aux portes du pouvoir en Europe. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est seulement un sujet d'éditorialiste ou de journaliste. Hein. C'est quelque chose qui casserait l'équilibre et, je dirais, la paix démocratique des pays européens. Nous avons un devoir républicain. On va vite aller écouter les résultats avec Delphine Gérard. Oui, alors un premier résultat concernant le Front National. Selon sa présidente Marine Le Pen, le Front National a remporté un canton à Carpentras dans le Vaucluse. En revanche, le secrétaire général Steve Briouat est battu dans le Pas-de-Calais, ainsi que Louis Alliot, le secrétaire général, le vice-président du Front National, qui est battu dans le canton populaire du Bas-Vernay, dans les Pyrénées-Orientales. En ce qui concerne 2 départements charnières pour la droite, selon nos informations, la Seine-et-Marne reste à gauche ce soir. C'était un fief particulièrement convoité par la droite, le fief de Jean-François Copé. Autre résultat décisif également pour la droite, c'est le Jura qui bascule à gauche ce soir. Résultat concernant des personnalités à présent, eh bien, le député UMP proche de Dominique Villepin, François Goulard, est élu au second tour dans le Morbihan. Enfin, Jean Glavany est élu également dans les Hautes-Pyrénées. Je vous rappelle le rapport de force ce soir à 20h25. Il est de 35% pour le Parti Socialiste, 19% pour l'UMP et 10% pour le Front National. Merci beaucoup Delphine Gérard. On vous retrouvera dans quelques minutes pour d'autres résultats. Bruno Leroux, vous êtes un proche de François Hollande, il faut le rappeler. Vous avez des éléments concrets à nous donner concernant la Corrèze? Ça a l'air bien parti. Ah oui, il a progressé en voix entre les 2 tours, un peu plus de participation, des sièges de gagnés et donc une présidence de conseil général qui est confortée en Corrèze. Alors nous sommes en mesure de vous communiquer un sondage, puisqu'on le dit depuis le début de la soirée électorale. 2012 est maintenant l'objectif de tous les partis politiques. Fabienne Simon est avec nous, merci. Bonsoir. De l'Institut Ipsos. Vous avez un sondage exclusif concernant les intentions de vote en 2012. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc nous avons réalisé cette enquête avec notre partenaire Logica Business Consulting qui montre effectivement que le perdant, en tout cas celui qui a perdu des points dans cette séquence électorale, c'est incontestablement Nicolas Sarkozy. Selon les différentes configurations de vote au premier tour, il recueille aujourd'hui entre 17 et 21% des intentions de vote. Vous pouvez le voir à l'instant sur votre écran. Dominique Strauss-Kahn, 34% des intentions de vote au premier tour. Oui. Et Nicolas Sarkozy qui arriverait seulement en 3e position avec 17%, devancé par Marine Le Pen et Olivier Besancenot. On le voit ici, crédité de 6%. Voilà, donc Marine Le Pen, effectivement, a bénéficié
bénéficié de cette séquence électorale, puisque par rapport à une enquête réalisée il y a 15 jours, elle gagne de 1 à 2 points selon les configurations. Nicolas Sarkozy donc en 3e position et un Dominique Strauss-Kahn très dominant dans son camp. Les autres potentiels candidats socialistes? Tout à fait. Donc Martine Aubry, derrière Dominique Strauss-Kahn, recueillerait aujourd'hui 25% des intentions de vote. Donc c'est vrai qu'avec la dynamique en faveur de la gauche lors de ce scrutin, elle bénéficie un petit peu de l'effet première secrétaire du parti. Ensuite vient François Hollande avec 23% des intentions de vote et Ségolène Royal avec 17% des intentions de vote. Bruno Leroux, on va commenter tout ça. François Hollande, il sera candidat à l'élection présidentielle, en tout cas à la primaire socialiste? Ah oui, je pense qu'il C'est sûr, c'est officiel ce soir? Non, il le dira lui-même, et je ne suis pas là pour l'annoncer, mais il avait dit qu'il faisait de cette élection, et donc du soutien de ses électeurs, puisqu'il a toujours procédé de l'élection, du suffrage universel, de la façon dont il pouvait gagner des mandats et avoir sa confiance, la confiance qu'on lui accorde, qui soit renforcée. Et donc, il a dit que s'il gagnait le Conseil général de Corrèze une nouvelle fois, eh bien, il s'apprêterait ensuite à poser sa candidature pour le débat présidentiel. François Fillon, à l'instant, qui dit qu'il ne faut pas sous-estimer et ni banaliser le score du Front National. Alain Marlex, c'est la parole du Premier ministre, et ça veut dire quand même qu'il accorde quand même beaucoup d'importance au score du FN ce soir. Oui, mais quel est le score du FN, vous pouvez le lire? On est approximativement, selon Ipsos, aux alentours de 10%. Les estimations. Oui. En fonction des cantons, évidemment, où vous étiez représentés. Oui. Et le nombre de conseillers généraux? On n'a pas encore. Pour rebondir sur le sondage... Optimiste en disant 10. Je pensais qu'il y aura moins de 10 conseillers généraux, vous nous l'avez dit. Pour rebondir, M. Marlex, sur le sondage de notre partenaire, 17% pour Nicolas Sarkozy, c'est un socle de premier tour extrêmement bas. Est-ce que vous craignez un 21 avril à l'envers? Est-ce qu'aujourd'hui, vous posez la question dans les états-majors? Je ne veux pas mettre en cause l'Institut de sondage et sa représentante ici. Mais enfin, un sondage sorti des urnes des élections cantonales pour une élection présidentielle qui a lieu dans 18 mois, excusez-moi, mais c'est pas très sérieux. Vous remettez en cause ce genre de sondage? Pas en cause. Non, pas ce genre de sondage, sondage, bien entendu. Oui. Fabienne Simon, vous vouliez réagir? Oui, simplement, techniquement, pour dire que c'est pas du tout un sorti des urnes, déjà. Et l'autre point, c'est que simplement, les Français, j'ai envie de dire, nous disent là avoir fait dans ce scrutin ce qu'ils souhaitaient faire. La semaine dernière, au sondage qu'on avait réalisé juste avant le premier tour, effectivement, les enjeux nationaux étaient très présents et 47% d'entre eux nous disaient vouloir plutôt sanctionner le président de la République et le gouvernement contre 12% qui souhaitaient manifester plutôt leur soutien. Donc on est bien dans cette... Commentez aussi séquence. ce sondage. Non, je veux simplement dire que nous sommes dans un moment comment dirais-je, affectif, dans un moment d'une certaine ambiance, d'une certaine atmosphère. Il y a eu un tel battage, d'ailleurs par parenthèse, autour de la Le Pen, que naturellement, c'est pas très étonnant qu'elle soit dans les têtes et les mémoires. Donc je ne mets absolument rien en cause là-dedans. 15% au premier tour, si c'est 10%, est-ce que vous trouvez légitime que le parti de Marine Le Pen n'ait pas d'élu jusqu'à présent? Est-ce que c'est normal qu'elle rentre dans les institutions démocratiques? Mademoiselle, si je disais à titre personnel ce que ce parti dit sur les places publiques, il y a vraisemblablement beaucoup de raisons pour que je sois secoué dans ce pays et que même interpellé du point de vue de la loi. Ne me demandez pas en plus d'approuver quelque forme que ce soit de leur présence. En revanche, les électeurs, c'est autre chose. Je parle des électeurs. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Ils disent clairement qu'ils veulent des réponses à des problèmes qui sont graves à leurs yeux. Et ça, c'est l'affaire, successivement, de tous les gouvernements. Je veux dire que les derniers en charge, c'est la droite, n'a pas répondu à tout. C'est d'une clarté évidente. Regardez la désaffection de la popularité de l'actuel président de la République. Mais 2012, ce sera 2012. Et justement, il y a un an maintenant pour mettre en route 2 ou 3 politiques, pas plus, qui soient claires et qui soient vraiment déterminantes. Ne pas sous-estimer, dit le Premier ministre, le vote protestataire. Oui, bien sûr que Est-ce que ça veut dire peut-être, c'est le grand débat, le Front National à l'intérieur du jeu démocratique, c'est mieux qu'à l'extérieur? Écoutez, moi j'attends là-dessus les initiatives qui pourraient être prises. J'ai bien vu qu'il y avait quelques passerelles qui avaient été lancées ces derniers jours entre la droite et l'extrême droite. Je dis simplement que le constat de ce sondage, c'est un rejet politique et un rejet personnel du président de la République. Et la peur que j'ai, c'est un 21 avril qui soit à l'endroit ou à l'envers, mais un 21 avril. Pour moi, il n'y a pas de débat qui puisse mettre le pays sur de bons rails qui ne soit pas un débat entre les grandes forces républicaines de ce pays. Un débat qui tire les choses par le haut. Imaginez demain
Si la gauche gagnait, s'il y avait un candidat de gauche qui devait gagner l'élection présidentielle par 60% avec 40% pour un président Front National, que faire du pays après? Que faire comme politique? Et donc je le dis à tous les camps, prenons la mesure de ces sondages. Nous ne l'avons pas assez pris en 2002, nous l'avons payé. Je demande à chacun qu'on prenne la mesure de ce sondage. Quand il dit qu'il faut combattre le FN sur le terrain du fond et non pas des valeurs. Écoutez, Nicolas Sarkozy est président de la République. Je lui demande des actes concrets, je lui demande des réussites politiques, je lui demande autre chose que ce qu'il fait à essayer de manipuler l'opinion, à essayer de diviser les Français depuis maintenant plusieurs mois. C'est quand même, quand il dit cela, on s'apprêterait à sourire s'il n'était pas aujourd'hui le président de la République. Mais est-ce qu'on va mieux le FN avec des propositions concrètes qu'avec un front républicain? C'est la question que je vous pose. Le front républicain n'est qu'une conséquence quand l'un ou l'autre a mal fait son travail et quand il y a eu élimination. Si nous avons des propositions concrètes, si nous savons demain répondre, et je souhaite qu'il y ait un débat véritable droite-gauche, avec quelquefois des débats, le disait Jean-Marie Cavada, qui pourraient nous réunir sur un certain nombre de choses. Mais posons les éléments de fond et évitons les mauvais débats comme on nous place depuis maintenant plusieurs mois la prochaine présidentielle. Je le dis, la façon dont l'UMP place la prochaine présidentielle aujourd'hui est très préoccupante en termes de débat. Alain Marleix, est-ce que pour vous, il y a une digue qui est en train de sauter entre le Front National et l'UMP? Certainement pas. Je me permets quand même de rappeler un tout petit peu d'histoire, et d'histoire très récente. C'est l'héritage, le Front National, c'est l'héritage de la gauche, de François Mitterrand, de Pierre Joxe, de Laurent Fabius. À l'époque du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y avait pas de Front National. Le Front National, il est né après 1981, après la victoire de la gauche. Qui est-ce qui a mis le scrutin proportionnel aux élections législatives, qui a permis de faire rentrer 40... Vous ne répondez pas à la question, M. Marleix. Est-ce qu'en ce moment, il y a des passerelles entre le Front National et l'UMP? Absolument pas. Sur ce sujet, c'est l'autre élément du sondage Ipsos, l'alliance UMP-FN, qu'en disent les Français? Alors, les Français n'y sont pas favorables et les sympathisants UMP non plus. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, les électeurs UMP rejettent massivement à 66% dans un cas, 70% dans l'autre, toute alliance avec le Front National pour gouverner. C'est une réponse à la critique que vous formuliez. Mais ce n'est pas une critique, c'est une peur. J'ai vu un certain nombre d'expressions cette semaine de parlementaires dont je pense qu'ils sont sur des débats qui permettent d'établir des ponts. Et j'en ai peur parce que derrière, je pense que c'est tout le centre de gravité de la vie politique de ce pays qui pourrait en subir les conséquences. Jean-Marie Cavada, il vous fait plaisir ce sondage? On va se dire les choses. Premièrement, c'est la seule bonne nouvelle que j'entends depuis plusieurs semaines et je vous remercie, madame. La deuxième chose, les frémissements des oiseaux ou des membres, je dirais, de la famille qui veulent sauver ici un siège, ça c'est une chose, elle n'est pas très intéressante, ça n'est pas très intéressant. La très bonne nouvelle, c'est que les Français veulent que nous soyons des républicains et probablement qu'on aboutisse à des actions de politique qui soient réussies quand on est au gouvernement, on doit gouverner. Je vais vous dire une chose et ce sera la dernière sur ce sujet. Je me suis fait presque attraper par le col par un couple de gens qui ne sont pas d'ailleurs âgés, qui sont des cadres moyens, classe moyenne, 45 ans, et qui m'ont dit « Vous voulez pas leur dire une chose ? Qu'ils gouvernent et qu'ils se taisent. » Alors, je reproduis publiquement cette phrase. Merci Jean-Marie Cavada. Il est 20h30 passé. On va passer aux résultats. Delphine Girard, vous avez quelques résultats supplémentaires à nous livrer. Oui, Mickaël, et je vous le disais au début de cette édition, nous avons donc la confirmation de la Corrèze, donc remportée par la gauche, avec 20 cantons pour la gauche et 17 à droite. C'est donc de bon augure, je vous le disais, pour François Hollande, qui va annoncer sa candidature aux primaires socialistes. En ce qui concerne les personnalités politiques réélues ce soir, Dominique Bussereau, le président sortant du Conseil général de Charente-Maritime et l'ancien secrétaire d'État, est réélu au second tour. Autre personnalité, le député Camille de Roccassera, qui est battu par un nationaliste, le député de Corse du Sud. Enfin, je vous rappelle une des principales informations de ce soir concernant le Front National qui vise au moins 10 élus. Selon Marine Le Pen, le Front National aura un conseiller général dans le canton de Carpentras, dans le Vaucluse. En revanche, Steve Briouat, le secrétaire général du Front National, est battu dans le Pas-de-Calais, et Louis Alliot, le vice-président du Front National, est également battu dans le canton du Bas-Vernay en Pyrénées-Orientales.
Merci beaucoup Delphine. On va tout de suite prendre la direction des Charentes-Maritimes et rejoindre Thomas Raguet à La Rochelle. C'est un département détenu par la droite qui pourrait basculer. L'ancien ministre et président sortant du Conseil général, Thomas, est en difficulté. Eh bien, écoutez, je vous l'informe, je vous l'annonce, Dominique Bussereau reste à la tête de la Charente-Maritime, puisque la majorité départementale a réussi à perdre un seul canton, mais elle disposait d'une avance de 5 sièges, et par conséquent, elle avait, voilà, c'était assez confortable. Mais il faut noter que la bataille a été assez disputée, puisque pas moins de 7 cantons ont changé de main durant cette élection. Et jusqu'au bout, il y a eu un certain suspense, et la gauche a cru à ses chances de ravir ce département. Donc le grand vainqueur, on l'a dit, c'est Dominique Bussereau. Dominique Bussereau qui a fait une campagne de terrain, qui a réussi à faire un peu oublier son image d'ancien ministre du gouvernement, qu'il a quitté au mois de novembre dernier. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'abstention, c'est assez notable ici, est en baisse, puisque la participation a été de 45,7%. Elle a donc sensiblement augmenté de près de 1%. Il y a donc eu un sursaut qui a bénéficié à Dominique Bussereau et à la droite départementale. On va tout de suite, beaucoup, Thomas. rue de Solferino. Merci Thomas. On va tout de suite retrouver Martine Aubry en direct rue de Solferino. En lui donnant la majorité dans près de 2 départements sur 3. Ce n'est pas rien, je crois qu'il faut le dire. Je voudrais vraiment les en remercier et leur dire que nous ferons tout pour être à la hauteur de leur confiance. Et tout d'abord, dès demain, pour travailler sur ce que nous avons dit que nous allions faire. Mettre le paquet sur l'emploi et l'emploi des jeunes, accompagner les personnes âgées, s'occuper de l'accès à la santé dans tous nos territoires, mais aussi préparer l'avenir, justement, de tous ces départements. Mais cette victoire, parce que c'est une victoire, nous devons l'accueillir aujourd'hui, en tout cas je l'accueille ainsi avec humilité, mais aussi avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de détermination. Avec humilité, bien sûr, parce que, je le sais depuis longtemps, le mal-être des Français est profond et notre pays est abîmé, et je dois le dire vraiment en plein doute sur l'avenir. C'est ce que montre à l'évidence à la fois, bien sûr, l'abstention, mais aussi le vote pour l'extrême droite. Et face à cette responsabilité, le Parti socialiste et toute la gauche ont véritablement une responsabilité, celle de rapporter aux Français un espoir, celle de réparer la France et de la remettre en route, parce que notre pays aujourd'hui a beaucoup perdu. Sa voix dans le monde ne compte plus et son poids, on le voit bien, n'est plus le sien. Et puis ce qu'il est profondément, c'est-à-dire un pays qui doit être égalitaire, fraternel, tout cela est profondément oublié, mais dans un doute profond, les Français. Ma détermination, notre détermination est totale pour montrer qu'une autre France est possible, justement, grâce aux atouts de la France, mais aussi grâce aux Français qui vont véritablement s'engager. Dès le 5 avril prochain, donc dans quelques jours, le Parti socialiste va proposer un projet. Nous allons proposer notre projet pour redresser la France, mais aussi pour remettre la justice sociale et le respect au cœur même de notre société et de notre République. Cette République qui a tant souffert ces derniers jours. Cela ne se fera pas sans un grand débat démocratique et sans un grand élan démocratique avec les Français. Parce qu'il faut redonner aussi un souffle à notre démocratie. Nous le sentons bien, nous le voyons bien et nous allons là aussi le faire. Nous montrerons que dans une période difficile, parce que la France est dans une période difficile, nous pouvons gouverner avec sérieux, mais aussi avec une grande ambition, car en fonction des défis qui sont les nôtres, qui sont ceux du monde d'aujourd'hui, ce sont des nouvelles réponses qu'il faut apporter. Et je crois que les Français pourront à nouveau croire en un avenir meilleur. C'est ce qu'ils nous demandent ce soir. Je voudrais aussi dire que je vais mettre toute mon énergie, comme je l'ai fait depuis que je suis à la tête du Parti socialiste, pour rassembler toute la gauche, tous les écologistes, toutes les forces progressistes. Car nous le savons bien, les Français aiment notre diversité. Ils l'ont montré d'ailleurs au premier tour. Mais ils nous veulent unis. Ils nous veulent unis pour retrouver la France qu'ils aiment, celle que nous aimons aussi et celle que nous défendons. Alors un projet pour la France, un rassemblement de toute la gauche, voilà ce qui nous attend dès demain, dès lundi, pour être à la hauteur de l'attente de notre pays. Je suis aujourd'hui consciente, mais vraiment, je le dis avec une très grande gravité, que nous avons un devoir de victoire en 2012 pour la France et pour les Français. Et dans le fond, aujourd'hui, les Français ont ouvert la porte du changement. Et ce soir, tout commence.
Tout commence pour redresser et rassembler la France, mais aussi pour rendre justice aux Français. Dès demain, nous sommes au travail pour cela. Je crois qu'ils peuvent véritablement nous faire confiance. Écoutez, Martine Aubry qui était en direct rue de Solferino. Peut-être une information qu'on peut vous donner, le premier conseiller général du Front National qui vient d'être élu, c'est Patrick Bassot qui est élu à Carpentras-Nord face aux socialistes sortants. C'était une info quand même importante à vous donner. Un premier conseiller Front National à être élu. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de nos résultats sur publicsénat.fr et lcp.fr. Et on va partir tout de suite en Seine-et-Marne. La droite misait sur ce département. Elle est en échec ce soir. Bonsoir Johan Rolla. Vous êtes à Melun. Oui, bonsoir Myriam, bonsoir Mickaël. Effectivement, c'est quasi officiel. Le département où la droite espérait s'imposer reste à gauche. 3 cantons ont été repris par la droite, mais 3 autres ont basculé à gauche et il semblerait donc que la majorité départementale reste la même. 23 sièges à 20 pour le Parti socialiste et ses alliés. Ce résultat local, certains, comme le président sortant du Conseil général, qui nous faisait part tout à l'heure de son soulagement, au vu des résultats, veulent aussi y voir des signes sur le plan national, signes que l'UMP marque le pas, puisque Jean-François Copé lui-même, puisqu'il est à la fois une figure nationale mais aussi une figure seine-et-marnaise, s'était déplacé pour soutenir le moral des troupes. Cette stratégie n'a pas fonctionné. Aussi le signe d'une exaspération forte des électeurs, puisqu'effectivement il y a eu moins de mobilisation au second tour qu'au premier tour, et aussi le Front National a réussi à maintenir 12 de ses candidats sur les 23 cantons renouvelables, ce qui est un score historiquement haut pour l'extrême droite dans le département. Merci beaucoup, Johan Rolla, en duplex de Melun, en Seine-et-Marne. Nous ont rejoint sur ce plateau Stéphane Rosès, bienvenue, politologue, président de Cap Conseil, Marianne Monchamp, secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale, Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d'Île-de-France. On espère que vous avez des résultats à nous communiquer. Yves Cochet, député Vert de Paris. Madame Monchamp, Madame la ministre, c'est un échec pour l'UMP ce soir. Ah, c'est sûr que ça n'est pas un soir de victoire, mais ça n'est pas non plus un soir de vague rose comme ce qui nous avait été prédit par le Parti socialiste. Non, on sent manifestement, et Martine Aubry d'ailleurs le disait, que les Français s'interrogent, qu'ils ont besoin de réponses concrètes à des questions angoissantes. En tout cas, c'est un état d'une société française qui cherche vraiment des réponses politiques solides et qui interroge les grands partis républicains, comme je crois les résultats le traduisent à l'évidence. On le voit à l'antenne actuellement, voilà le rapport de force actuel pour le Parti socialiste, 35% des voix, pour l'UMP 19% des voix, et le Front National est crédité de 10% des voix. Une première réaction, Jean-Paul Huchon? C'est la confirmation de la baisse tendancielle de l'UMP qui est très forte depuis quelque temps, qui suit d'ailleurs les très mauvais résultats en popularité du président de la République. Je crois qu'il y a on m'a parlé d'un sondage qui paraît demain ou dans lequel le président descend en dessous de 20% en termes de popularité. 17% sondage Ipsos, on en a parlé ici même. Je pense que tout cela confirme tout à fait ce que nous avions prévu. Ce qui est terrible, c'est que cette abstention efface une partie de la signification. Abstention particulièrement forte en région Île-de-France. Oui, mais 90% vous voyez, des électeurs ne se sont pas déplacés en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise. C'est aussi un avertissement pour la gauche? Si on veut, mais c'est surtout le fait que cette élection était seule. Elle était sans couplage avec les régionales, ce qui n'était pas du tout le cas de la précédente élection de 2004, qui avait permis d'avoir plus de participation. Le gouvernement n'a rien fait pour faire connaître quoi que ce soit de cette campagne. Il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de campagne officielle. Honnêtement, les chaînes, elles se réveillent un peu maintenant parce qu'il y a eu cet effet fort. Non, mais enfin bon, on sait très bien que ça a été très très peu marqué, et puis on est tombé dans un moment quand même politique et international très fort. Donc
attendons la présidentielle pour juger de la participation. Alors, je pense qu'elle sera beaucoup plus forte. À notre politologue, peut-être avec vous Yves Cochet, vous pouvez nous parler de ces duels PS-Vert, notamment dans la région Loire-Atlantique. Vous avez des résultats à nous communiquer? Non, malheureusement, je n'ai pas encore les résultats. Dommage. Mais dommage. Mais c'était pas un duel au sens où il y avait des duels avec, évidemment, le Front National ou bien avec l'UMP. Je crois que c'était un choix démocratique dans la mesure où il n'y avait aucun danger de droite ou d'extrême droite. Nous avons pensé que le fait que les électeurs choisissent, disons, le candidat de gauche qu'ils préfèrent, entre la gauche traditionnelle, disons le Parti Socialiste ou bien les écologistes, nous semblait un choix. Alors on va voir ce que ça donnait. Hein. C'était aussi en vue de 2012 pour montrer vos muscles. Jean-Paul Huchon, vous pouvez aussi réagir, bien sûr. Honnêtement, oui, l'entente de la péniche, c'est un peu plus compliqué que ça dans les cantons de gauche. Honnêtement, la plupart des candidats écologistes ont quand même été élus dans des cadres d'accord avec le PS et avec les voix du PS. Nous faire ce coup-là au deuxième tour, c'est un peu... C'est un peu déplacé. Je ne crois pas, je crois simplement que comme vous le savez, M. Huchon, dans les élections uninominales à 2 tours, comme les législatives de l'an prochain d'ailleurs, on gagne à la marge. Et que la marge vous profite plus qu'à nous, puisque en 97 par exemple, d'une certaine manière, les écologistes vous en donnaient 50 députés, nous on en a eu 7. Donc au Parti Socialiste, on murmure que dès demain on se reverrait avec les Verts pour imaginer peut-être les accords plus tard, pour les sénatoriales, pour les législatives. Il va y avoir de la remise en cause, Jean-Paul Huchon ? Il y a déjà des accords sur les sénatoriales. Ça pourrait être mis en cause. Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. On va voir le résultat des duels dont vous parlez entre socialistes et écologistes, en particulier avec les communistes dans le Val-de-Marne ou dans Seine-Saint-Denis. Et puis, on jugera. Moi, personnellement, je travaille pour vous mettre d'accord. Je serais assez sévère avec cette pratique parce que c'est quand même un peu facile de se faire élire avec les voix et après de revenir en deuxième semaine. Stéphane Rosette, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ces premiers résultats de second tour des cantonales ? Ce qui me marque le plus, je suis d'accord avec Jean-Paul Huchon, rien n'était fait pour que les citoyens aillent se mobiliser lors de ce scrutin. Il est bien normal que dans des cantons urbains, l'abstention soit plus forte, parce qu'elle n'était pas couplée à des élections nationales, parce que l'actualité internationale était chargée, dramatique, et les écologistes ont pu d'ailleurs bénéficier de leur position historique sur les questions du nucléaire. Ce qui me frappe beaucoup là, dans l'entre-deux tours et les déclarations dès ce soir, c'est que ce scrutin qui a juste titre était présenté comme un scrutin national, fonctionne dès maintenant comme un laboratoire pour la présidentielle. À droite est testée grandeur nature la nouvelle stratégie de Nicolas Sarkozy à l'égard du Front National, contre laquelle sont la plupart des dirigeants de droite, qui est une stratégie dont la logique est totale. C'est le passage d'un débat sur les questions économiques et sociales aux questions culturelles et identitaires, d'un débat entre la gauche et la droite à un débat entre la droite et l'extrême droite, et du coup, logiquement, un refus du Front républicain qui vise justement à changer la donne pour le président de la République. Et à gauche, on a entendu Martine Aubry. Martine Aubry utilise beaucoup le moi, le je. Nous allons entendre François Hollande, et tout le monde attend Dominique Strauss-Kahn, parce qu'effectivement, ces cantonales qui étaient annoncées comme une sorte, je dirais, de legs du passé, puisqu'il va y avoir une réforme des collectivités territoriales, fonctionne comme un laboratoire de la présidentielle qui vient. Se présenter officiellement aux primaires, François Hollande, c'était un secret de polichinelle et candidat aux primaires socialistes. Il attend exactement, sans me précipiter, sans tergiverser. Voilà, on attendait à ce qu'il se déclare ce soir. Il faudra encore attendre un peu. Marianne Monchamp, si j'essaye de résumer ce que vient de dire Stéphane Rosset, d'une certaine manière, le gouvernement et Nicolas Sarkozy en tête a contribué à banaliser le Front National et le vote FN dans ces élections. Je suis extrêmement étonnée du tour que prend ce soir notre échange. Je dois vous avouer que là, vous avez réussi à m'étonner. Je ne suis pas en train de vous dire que nous ne pouvons pas voiser l'UMP, ce n'est pas le cas. Mais entendre ce que je viens d'entendre, nous avons eu un échantillon de réglage de curseurs sur des reports pour des élections futures à gauche. Entendre toute une approche politicienne qui vient là de se faire jour dans notre échange, alors même que nous avons un taux... Il y a une certaine polyphonie autour de cette question du Front National dans l'entre-deux tours à droite. Si vous me laissez terminer, alors que nous venons une nouvelle fois, après les régionales de l'an passé, d'essuyer un niveau d'abstention sans précédent, qui interroge quand même beaucoup notre démocratie. Parce que le phénomène du Front National
se joue quand même énormément de ces phénomènes politiques où précisément nous n'avons pas ce rapport gauche-droite traditionnel équilibré qui permet à la démocratie de s'exprimer. Nous avons une traduction directe de peur de nos compatriotes qui effectivement sont nourris par un contexte international sans précédent. Et je dois avouer que l'échange auquel nous venons d'assister donnerait l'impression qu'on a déjà assimilé ce scrutin, que c'est une victoire manifeste et énorme, écrasante, se traduisant par une vague grosse. C'est un message pour le gouvernement. Si on voulait faire un remake de 2001, c'est raté. Enfin, je veux dire, le Parti socialiste n'est pas arrivé à ce résultat. Et je le dis avec un peu de véhémence, mais je le dis sans passion, parce que nous avons beaucoup à apprendre de ce scrutin, beaucoup à apprendre de l'abstention, beaucoup à apprendre des raisons qui font que nos compatriotes ne comprennent pas les atermoiements de la gauche. Alors, et certaines, on va vous laisser nuancer les enseignements de ce scrutin, mais d'abord, on va écouter l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, on en parlait il y a un instant, François Hollande s'est exprimé sur France 2. On l'écoute. J'essaye d'être simple dans ma démarche. J'avais dit que c'était l'enjeu corrézien qui devait être le premier. Ce n'était pas possible pour moi de prétendre à me présenter à la plus haute responsabilité de la France si je n'avais pas d'abord, au préalable, la confiance de ceux qui me connaissent, en l'occurrence les électeurs de mon département de Corrèze. Donc cette décision de me présenter aux primaires va venir. Je vais la prendre sans me précipiter, mais sans tergiverser. Alors Jean-Paul Duchamp vient d'entendre François Hollande sur France 2. Il attend encore un petit peu. Vous souhaiteriez qu'il soit candidat ? On sait que vous soutenez Dominique Strauss-Kahn. Oui, voilà. Donc je sais aussi qu'il y a des primaires et qu'on peut empêcher personne d'y aller. Voilà. Paris gagné pour François Hollande. Je dirais. Oh, Paris gagné. La Corrèze était. On savait que c'était gagnable. Gagné d'avance. Voilà. Il a laissé un petit peu Il a de mis suspense. en scène cette victoire. Non, mais c'est une forme de communication qui se défend. Yves Cochet, quand Martine Aubry dit qu'une autre France est possible, elle l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu en direct. On vous a senti un petit peu tiqué là-dessus. Qu'est-ce que elle a voulu dire exactement ? Ah non, je n'ai pas dit qu'au contraire, j'ai félicité parce que c'est un langage qu'on peut appeler altermondialiste, parce qu'un autre monde aussi est possible, et je l'espère, devant les malheurs qui s'abattent sur nous. Non, je crois qu'elle a raison de dire que la gauche peut gagner, la gauche, les écologistes, tous rassemblés, peuvent gagner aussi bien la présidentielle que les législatives en 2012. C'est un exercice qui sera à la fois délicat et très intéressant, d'une part parce qu'il y a des primaires au Parti socialiste, il y a des primaires chez les écologistes, et puis il y aura donc des candidats différents au premier tour de la présidentielle, et certainement qu'on se retrouvera au second tour. Mais auparavant, on aura sans doute fait, disons, un programme de législature, sinon un contrat de gouvernement. C'est une nouvelle période qui s'ouvre. Il faudra également un président, en tout cas un candidat vert, Nicolas Hulot par exemple ? Ah ben Nicolas Hulot, c'est un petit peu peut-être comme M. Hollande, on le saura dans quelques jours. Mais je pense maintenant à 99% que dans quelques jours, il va se présenter aux primaires d'Europe Écologie, oui. Ça, c'est une information, en tout cas. Et donc, finalement, 99%. C'est déjà pas mal. Vous, dans cette élection cantonale, les Verts, c'est notable. Oui. Vous progressez en voix. Qu'est-ce que vous allez faire de ces conseillers généraux que vous allez peut-être avoir? Vous allez être obligé de pactiser, en tous les cas, avec la gauche dans les départements, en tous les cas de travailler avec eux. Bon, d'une part, dès le premier tour, alors qu'il y avait une forte abstention, à peu près la même qu'aujourd'hui, on a progressé, nous, de 35% par rapport aux dernières cantonales. On continue au second tour, on avait 31 conseillers généraux jadis, il y a 15 jours. Maintenant, on en aura peut-être une cinquantaine ou plus. Je n'ai pas les résultats, bien sûr, définitifs. Donc, quand vous dites pactiser avec la gauche, on connaît bien nos amis, disons, de la gauche traditionnelle, le PS, le PC et les autres, dans les villes, dans les régions. Donc, on n'a pas de problème à discuter. Le problème, évidemment, c'est qu'on est une des trois composantes de la gauche et qu'on n'a plus le syndrome du petit frère. On va retrouver tout de suite Delphine Girard qui a d'autres résultats. Bonsoir Delphine. Oui, rebonsoir Mickaël. Et deux résultats qui concernent la droite et qui sont importants ce soir. La Sarthe, le fief de François Fillon, reste ce soir à droite. Et l'Aveyron, la droite conserve son vieux fief aveyronnais. C'est le seul département qui échappe à la gauche en Midi-Pyrénées. En revanche, l'Allier reste à gauche avec 18 cantons à gauche et 17 à droite. Et puis les Pyrénées-Atlantiques qui sont remportées par la gauche, le fief de Michel Agneau-Marie. C'était un
département que la droite espérait conserver, eh bien, il est remporté ce soir par la gauche. En Pyrénées, les Pyrénées-Orientales restent à gauche également, avec 22 cantons à gauche, 8 à droite. On va élu l'UMP à présent maintenant, où on va écouter Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP. Résultats sur les élections cantonales à l'occasion de ce deuxième tour. D'abord, pour regretter, comme je crois tous les citoyens de notre pays, le niveau élevé du taux d'abstention, qu'il faut interpréter aussi comme un message de la part des Français face à des institutions, je parle du Conseil général, qui restent complexes à comprendre et à mesurer, et dire à cette occasion que la réforme de 2014, qui va permettre de fusionner progressivement les départements et les régions en un conseil territorial, sera un élément de simplification qui permettra de clarifier beaucoup de choses sur la démocratie locale. Abstention aussi, sans doute liée à l'expression par beaucoup de nos concitoyens d'inquiétudes, d'interrogations, qui doivent aussi rejoindre l'interprétation que l'on peut faire du score élevé qu'a obtenu l'extrême droite à l'occasion de ce second tour. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, commencer par avoir une pensée toute particulière et des remerciements à l'égard des Françaises et des Français qui ont apporté leur suffrage à nos candidats, qu'ils aient été UMP ou divers droite, pour dire qu'à cette occasion, nous avons eu un parti, en l'occurrence l'UMP, qui s'est mobilisé de manière remarquable dans toutes les fédérations. Et je veux adresser à nos militants mes remerciements et avoir une pensée particulière pour nos candidats et nos candidates. Ceux qui ont gagné, mais aussi ceux qui n'ont pas gagné, et leur dire que les élections cantonales, c'est aussi des premiers rendez-vous, bien souvent, pour nos jeunes candidats, dans les perspectives à suivre. Et je veux leur dire, en tant que secrétaire général de l'UMP, mon amitié et mes encouragements à poursuivre le combat politique au service de notre pays. Je voudrais évidemment dire qu'à l'UMP, nous sommes un peu déçus. Nous aurions évidemment souhaité faire des résultats plus importants, même si, dans de nombreux départements où l'on prédisait la défaite de la majorité, nous avons résisté. Nous n'avons pas encore tous les résultats, mais il semble se confirmer que dans de très nombreux départements, nous avons même parfois progressé, avec une pensée toute singulière pour le département du Nord, où département de Madame Aubry, nous avons gagné plusieurs sièges, comme d'ailleurs dans le département du Val d'Oise, celui de Monsieur Strauss-Kahn, nous n'avons pas encore les résultats. Mais en tout cas, ce qui est sûr en tout cas, c'est que si nous sommes naturellement un peu déçus de nos résultats, je pense que le Parti socialiste n'a pas non plus de raison de se réjouir des siens. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes très très loin des 10 conseils généraux supplémentaires annoncés tombant dans l'escarcelle de la gauche. Nous sommes très loin de ce résultat. Et c'est sans doute parce que certains d'entre nous pouvions le prédire au vu des résultats du premier tour. Et s'il est vrai que les commentateurs ont beaucoup glosé sur la situation de la majorité, ils n'ont donc peut-être pas trouvé tout le temps nécessaire pour regarder ce qui se passait du côté gauche. Nous avons vu, comme tous les Français, qu'à gauche de l'échiquier politique, les bisbilles entre le Parti socialiste et les écologistes n'étaient pas simplement des querelles de personnes. Elles étaient aussi sur la base de malentendus que personne n'a voulu lever sur des sujets extrêmement importants, comme le nucléaire ou la politique économique. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur tout cela dans les semaines et les mois qui viennent. Je voudrais enfin dire à celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pas porté leur suffrage sur nos candidats, alors qu'ils avaient pu le faire dans des échéances précédentes, soit qu'ils se soient abstenus, ou soit qu'ils aient été votés à l'extrême droite, que nous avons, les uns comme les autres, reçu 5 sur 5 le message qu'ils nous ont adressé. Je le dis d'autant plus que dans de très nombreuses villes, nous avons entendu les inquiétudes de nos concitoyens, que dans de nombreux cantons ruraux, beaucoup d'entre eux ont exprimé, là aussi, des préoccupations, que ces messages, ils sont d'autant plus audibles pour nous que notre pays traverse depuis 3 ans et demi une succession de crises mondiales d'une ampleur inédite.
du point de vue financier, du point de vue économique, crise sociale, crise géopolitique de l'autre côté de la Méditerranée, sans oublier non plus la crise environnementale que connaît aujourd'hui le peuple japonais. Tout cela, on peut le comprendre, suscite évidemment bien des interrogations et des inquiétudes de la part de bon nombre de nos compatriotes. Je veux dire d'ailleurs sur ce sujet que les choses ne se sont pas faites par des clivages très stricts et que ce que l'on appelait les consignes de vote doivent être relativisées lorsque je constate par exemple que de très nombreux électeurs socialistes, lorsqu'il y avait des duels entre l'UMP et le Front National, sont allés massivement voter pour le Front National. Cela montre qu'il y a chez beaucoup de nos concitoyens des interrogations et que la mission qui est la nôtre, dans les 15 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, celle qui structure la vie politique française, nous allons travailler à apporter un certain nombre de réponses concrètes et opérationnelles. Pour cela, il y a deux exigences. La première, c'est une exigence d'unité de la majorité. Vous le savez, notre famille politique, dans sa diversité, a su montrer, dans les moments heureux, dans les moments de victoire électorale, sa solidité. Chacune des personnalités qui la composent, avec sa différence, sa sensibilité, a œuvré pour la victoire de notre famille politique les années précédentes. Il appartient donc à notre majorité et à l'ensemble de celles et ceux qui la composent de faire la preuve de la même unité et du même rassemblement dans les temps difficiles. Le rôle du secrétaire général que je suis est d'abord là pour accueillir à bras ouverts les recommandations, mais aussi l'engagement des uns et des autres, à faire que nous soyons ensemble, parce que c'est au service de nos valeurs et que c'est au service de la France. J'aurai l'occasion, bien sûr, de le redire à l'ensemble de mes amis au sein de l'UMP, mais je veux dès ce soir dire que nous avons aujourd'hui pour objectif de gagner... Voilà, c'était donc Jean-François Copé au siège de l'UMP, un appel à l'unité de la majorité de la part du secrétaire général de l'UMP, Marianne Monchamp. Je voudrais vous citer François Barouin. On l'interrogeait sur France 2 sur la question de savoir si Nicolas Sarkozy serait forcément le meilleur candidat en 2012. Ce serait une pure folie d'avoir un autre candidat que Nicolas Sarkozy, répond-il. On imagine que vous avez la même réponse. Est-ce que vous demandez très clairement à votre ami, ancien ami, je ne sais que dire, Dominique de Villepin, de ne pas se présenter en 2012? Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer très clairement là-dessus. Je l'ai dit et je le redis bien volontiers. Il y a un vrai risque d'émiettement. Il faut effectivement une candidature unique dans notre parti politique, derrière le président de la République. Et ça n'est pas les soirs d'élections cantonales où les résultats ne sont pas faramineux, même si encore une fois, je crois qu'il est très urgent de les relativiser si on veut bien les analyser, qu'il faut se lancer dans des aventures individuelles sans lendemain. Le rassemblement est important. Le risque d'émiettement à droite pour 2012 existe bel et bien ou pas? Il existe statistiquement, c'est-à-dire que le sondage Ipsos de ce soir pour les chaînes parlementaires montre la grande difficulté actuelle. Tout va changer évidemment, mais aujourd'hui Nicolas Sarkozy est en une grande difficulté avec le score de Marine Le Pen. Mais la difficulté, vous voyez, prenons ces élections cantonales. Le bon score de Dominique Bussereau et de François Fillon vient justement du fait qu'ils se sont distingués l'un et l'autre de la ligne actuelle du président de la République sur la question du Front National. François Fillon, c'est clair, a montré qu'il était, pour faire vite, sur une ligne traditionnelle de la droite républicaine en matière de front républicain, et Dominique Bussereau a bien pris soin de localiser complètement les enjeux. Donc c'est ça la difficulté, de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a la droite de la droite, mais il y a le centre. Comment vous regardez cette position difficile de la part de vos adversaires, pour vos adversaires? Je crois que la stratégie qu'a suivi Nicolas Sarkozy, de fuite à droite, pour se retrouver à la fin face à un adversaire de droite ayant balayé, si vous dire, l'adversaire de gauche, n'a aucune validité. Elle n'est pas intelligente, elle est aberrante, elle est même absurde. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il est coupé d'une grande partie de son électorat. Je pense en particulier au centre, aux chrétiens et
aux républicains gaullistes qui existent. Dominique de Villepin occupe ce créneau, mais il y en a d'autres qui peuvent également l'occuper. Donc je pense que la réalité aujourd'hui, c'est la fracture de cette majorité. Et M. Copé a beau faire des appels vibrants à l'unité, il sait très bien que cette majorité a vécu sous la forme qu'elle est. Merci messieurs, merci madame d'être venus pour commenter ces résultats. Nous vous donnons rendez-vous à 21h50. On fait une petite pause, on aura d'autres résultats, des réactions et beaucoup de directs. À tout à l'heure et c'est jusqu'à minuit.